Bonjour Anne-Catherine, bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. C'est un vrai plaisir de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Anne-Catherine, ton nom c'est Wüstefeld. Est-ce que je le prononce bien? Alors, Ou est-ce que c'est c'est Wüstefeld? Wüstefeld avec un W à la belge, donc on prononce Wüstefeld. C'est pas super facile à dire. Mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que je sais que parfois, pour avoir travaillé régulièrement avec des Belges, je sais que parfois la prononciation elle est différente et je veux être sûre que les gens puissent te retrouver lorsqu'ils vont te chercher, tu vois. Euh, Je suis ravie de te recevoir sur le podcast parce qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble, Anne-Catherine, sur le sujet du burn-out. Tu m'avais gentiment invité sur le tien de Mhm, podcast qui s'appelle Si j'avais cru. tout à Tu me fait. diras tout à l'heure comment tu as fait pour choisir le nom de ce podcast parce que ça m'intrigue beaucoup. Et du coup, tu évoques sur ton podcast le sujet du burn-out, puisque toi, tu es coach en sortie de burn-out. Tu fais des consultations pour les personnes qui rencontrent cette difficulté, qui sont dans des situations difficiles. Et justement, on va en discuter aujourd'hui, parce que le lien avec le sommeil, bah, il est quand même vraiment très important. Et c'est justement ce qu'on avait évoqué sur ton podcast la dernière fois. Mais c'était moi qui avais beaucoup parlé. Et là, j'ai vraiment envie de t'entendre sur le sujet. Déjà d'entendre ton parcours, parce que je me doute que quand on démarre un podcast sur le burn-out, c'est parce que à un moment donné, voilà, on a dû vivre certaines choses. Ça nous a fait émerger le besoin, l'envie de transmettre, de partager. Et puis, tu peux aussi peut-être, avant de démarrer sur le sujet du burn-out, nous dire ce que tu fais en dehors du podcast et de ces consultations, parce que tu as une autre casquette. Je termine cette grande introduction et je te laisse la parole. Eh ben, Aurélie, merci beaucoup. Oui, en effet, c'était déjà un plaisir de t'entendre sur mon podcast. Je viens de Belgique, j'ai 30 ans, je suis kinésithérapeute à la base. Et en effet, j'ai créé le podcast parce que j'ai moi-même fait un burn-out et que dans ma pratique, je reçois en consultation des gens qui sont en burn-out maintenant aussi. Et en fait, ce que je trouve super important, c'est de déculpabiliser, de pas se sentir seul parce qu'à chaque fois, en fait, les gens viennent en consultation avec des problématiques, avec, des modes de fonctionnement où ils ont l'impression d'être les seuls à penser comme ça. Ils ont l'impression, d'être les seuls à avoir, certaines peurs, certains ressentiments et cetera. Et je trouvais ça tellement important de le rendre universel et pour que les gens qui sont dans une situation de burn-out, mais qui osent pas encore aller chercher, derrière, de l'aide, puissent avoir une porte d'entrée, un peu tout seuls dans leur chambre, en secret, pour se sentir moins seuls et avoir envie, d'aller de l'avant pour arriver vers une vie qui leur correspond beaucoup plus. Parce qu'en fait, le problème du burn-out, quand est-ce qu'on arrive en burn-out? C'est quand on fait beaucoup de choses qui n'ont pas de sens pour nous, qu'on a oublié le sens de ce qu'on fait, le sens premier. Souvent, je vois des gens qui ont envie de faire plaisir aux autres, qui ont vraiment envie de rendre service, et cetera. Donc qui sont d'une dévotion, énorme et d'une motivation énorme, mais qui parfois se sentent un peu dépassés par les attentes des autres et à qui ça correspond plus vraiment et du coup, qui finissent par foncer dans le mur et à s'épuiser à faire des choses qui leur correspondent pas, pardon pour les phrases. Mmh. Mmh. Hem et Et donc qui voilà, s'oublie j'avais du coup. vraiment envie. Pardon? Il s'oublie du coup. On Oui, peut tout à fait. s'oublier à un moment donné. Mmh. C'est ça, ils s'oublient, ils continuent à faire des choses qui leur correspondent pas et ils se fatiguent un peu, sans avoir une récompense. En fait, c'est vraiment une histoire de dette, je dépense énormément sans avoir de retour et du coup, à un moment, la balance est complètement déséquilibrée, on est crevé et on sait même plus se lever, quoi. Mmh. Mais on va détailler tout ça de toute Mmh façon là, toutes les 2, on va prendre le temps Ouais. ensemble. Hem, Avant toute chose, est-ce que tu peux nous définir ce qu'il y a derrière le mot burn-out? Puisque du coup, c'est un mot, qui nous vient tout droit de l'anglais, mais peut-être que pour certaines personnes, ça peut être un petit peu flou. Parce que par expérience, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de burn-out, mais qui n'ont pas, posé ce mot-là et du coup, ça peut prendre du temps à conscientiser qu'il faut faire quelque chose qui a un souci. Donc, ma question, elle est double. Est-ce que tu peux nous dire ce que signifie burn-out? Et du coup, au travers de ça, quelles sont les manifestations, les symptômes qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours qui doivent nous faire penser que, ouais, on est peut-être un petit peu là-dedans. Mmh. Alors, la définition, je vais surtout, donner la mienne parce qu'il peut y en avoir, plein sur internet, on trouve,
voilà, il y a des trucs qui se recoupent et d'ailleurs, dans les interviews que j'ai sur mon podcast, il y a énormément de définitions différentes, de mots différents qui sont posés pour une même, problématique, mais qui tournent un peu autour de la même chose à chaque fois. Donc pour moi, en fait, le burn-out, c'est le système nerveux qui est complètement épuisé, qui n'a pas été respecté pendant, un laps de temps, plus ou moins long en fonction des gens, en fonction du moment où on s'arrête et donc pour moi, c'est vraiment le corps qui vient dire complètement: «Stop, je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus de ressources, je ne trouve plus de sens à ce qu'on fait». Et du coup, il y a plusieurs symptômes qui viennent. Il peut y avoir un épuisement, il peut y avoir, des troubles de la mémoire, des troubles du sommeil aussi. Il y a une dévalorisation personnelle qui est assez énorme. Les gens ne se sentent plus capables de changer quoi que ce soit dans la situation dans laquelle ils sont, même si, il y a une grande passion souvent pour ce qu'ils font derrière. Hem, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symptômes? Donc il y a ça. Et puis, il va y avoir un problème d'empathie aussi. Donc, c'est souvent des gens qui ont beaucoup d'empathie au départ et qui vont commencer à mettre de la distance émotionnelle par rapport aux gens et par rapport à ce qu'ils font. Parce qu'en fait, ils sont tellement débordés par tout ce qu'ils sont occupés à vivre eux-mêmes qu'ils n'ont plus la possibilité de connecter avec les gens comme ils aiment le faire et de mettre le sens qu'ils aiment mettre de nouveau dans leurs relations. Du coup, il y a un sentiment derrière de culpabilité qui grandit et qui grandit au fur et à mesure du temps. Hem Et donc c'est des gens qui vont parfois donc au boulot se retrouver en disant: «Mais en fait là maintenant j'ai besoin de ne voir personne, je vais essayer de faire mon boulot comme je peux, mais venez pas me parler, venez pas me demander des trucs supplémentaires parce que je suis en surcharge permanente» et le moindre contact social peut commencer à devenir difficile aussi. Je rappelle, hein, derrière, il y a toute la culpabilité qui vient parce que les gens ont pas envie d'être comme ça et du coup, en fait, il y a aussi un des symptômes, c'est que les gens ne se reconnaissent plus. Ils vont venir dans mon cabinet en me disant: «Mais vraiment, je suis frustrée parce que je suis pas comme ça normalement, je me reconnais pas, j'arrive plus à être comme j'étais avant», et donc vraiment il y a vraiment, on se reconnaît plus, quoi et j'allais dire encore un truc, hem, désolée. Moi, il y a peut-être une notion que j'aimerais rajouter, tu me diras ce que tu en penses. Ouais. C'est le fait, mais ça rejoint bien sûr ce que tu disais, mais c'est vraiment le fait de se sentir dépassé Mmh. par, même des toutes petites choses, que finalement Oui, des toutes petites choses peuvent paraître insurmontables. Je sais pas moi, faire tourner une lessive oui, tout à fait, ou aller faire des courses. tout à Ça fait. peut paraître être des actes anodins et pourtant quand on est en situation de burn-out, on a l'impression qu'on nous demande la lune. Et C'est donc effectivement, il y a tout à fait vraiment ça. quelque chose de l'ordre du, Du comme surmenage, en si fait. du surmenage, comme si le corps finalement, il faisait absolument tout pour se protéger et pour en faire le moins possible et donc on a une motivation proche de zéro pour à peu près tout, Oui. parce que chacune des actions est trop coûteuse au point où notre système nerveux, il en est, puisque tu le définissais comme ça tout à l'heure, ça te parle? Oui, c'est tout à fait ça. Donc c'est vraiment en fait, on arrive à une situation de d'épuisement et de surcharge telle que la moindre petite action vient demander une énergie colossale. Et donc c'est vraiment ce à quoi je fais référence quand je parle de système de dépense-récompense. C'est vraiment un peu comme le compte en banque. Si on passe son temps à dépenser notre énergie sans avoir des choses qui nous ressourcent à côté, ben en fait, on commence à avoir une dette, et là, on parle de dette énergétique et du coup, le moindre petit cents à dépenser devient super difficile. Moi, parce que évidemment, tu l'as dit, moi, j'ai vécu un burn-out et à ce moment-là, rien que le fait de prendre ma douche, c'était trop pour mon système. Donc je prenais ma douche et puis j'étais épuisée, j'avais besoin d'aller faire une sieste. Si je me disais: «Je vais prendre ma douche et puis je vais faire ma vaisselle», je pleurais devant ma vaisselle parce que mon corps n'était plus capable de générer l'énergie nécessaire pour faire une vaisselle, quoi. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de justement de ta situation, Anne-Catherine? C'était quand ton burn-out? Et on va dire, combien de temps, tu t'es sentie rester dans cette situation? Même si je me doute que les choses elles évoluent. C'est pas du jour au lendemain ça arrive et puis du jour au lendemain ça repart. Et aussi par rapport à ce timing, qu'est-ce qui s'est passé avant, en fait? Pendant combien de temps tu as eu l'impression que ton système nerveux était surmené, que finalement ton mode de vie ne correspondait plus à ce que toi tu souhaitais faire?
Alors moi, je fais le lien avec mon burn-out. En fait, j'ai l'impression, même très très tôt dans ma vie, parce que j'ai grandi en voulant faire plaisir aux autres. J'ai grandi en voulant m'adapter à ce qu'on me demandait pour avoir de la reconnaissance. J'étais en recherche de reconnaissance permanente. Et du coup, si je retourne vraiment, je fais des liens loin, mais j'ai des problèmes de peau depuis que j'ai 5 ans. Et pour moi, ça fait déjà un lien avec un surmenage parce que j'étais stressée depuis que j'ai 5 ans. Donc comme je dis, à vouloir plaire aux autres, à vouloir, faire tout ce qu'on me demande, à vouloir être parfaite. Vraiment, j'avais comme si dès que je faisais une erreur, c'était la catastrophe, la fin du monde, j'allais me faire rejeter, j'allais être détestée par tout le monde. Et donc vraiment, pour pouvoir appartenir, à la vie, appartenir au groupe, j'avais besoin d'être toujours au top. J'ai eu un parcours, de vie difficile parce que dans ma famille, il y a beaucoup de maladies. Du coup, il y a pas eu beaucoup de présence de mes parents quand j'étais petite parce qu'ils étaient à l'hôpital avec, la personne qui qui avait besoin d'être épaulée, à ce moment-là. Il y avait pas de discussion autour des émotions et du coup, j'ai tout, renfermé, à l'intérieur de moi et j'avais vraiment une petite voix qui disait: «Beh, Anne-Cat, toi, t'es en vie, tu pas malade, donc t'as pas le droit d'aller mal et donc tout ce qui ne tue pas rend plus fort, va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant». Et donc j'ai vraiment grandi comme ça. À l'école, en humanité, enfin oui, on dit humanité en Belgique, donc à l'école, en secondaire, j'ai toujours essayé de faire du mieux que je pouvais, même si j'avais quand même mon petit caractère derrière. Euh, et puis quand je suis arrivée à l'UNIF, euh, j'ai fait des études de kiné, du coup. Je voulais faire à la base la psychologie, parce que tu m'avais posé la question avant. À la base, je voulais faire la psychologie, mais on m'a dit, fais pas ça, t'auras pas d'argent. Et du coup, j'ai écouté ce qu'on m'a dit comme un gentil petit soldat et j'ai été chercher la kiné derrière parce que j'avais vu à quel point le kiné avait eu une place énorme pour la personne qui était malade dans ma famille. Et du coup, je me suis dit, bon, si je peux pas être présente comme j'ai envie, je vais essayer d'être présente autrement. Et donc, j'ai fait la kinésithérapie en me disant, comme ça, j'ai un lien sur du long terme avec le patient. Et en faisant mes études, j'ai vraiment commencé en me disant: «C'est bon, ça, je sais que c'est la voie pour moi, donc je vais tout donner pour pouvoir exceller et commencer à travailler, comme je peux». Enfin, quand je veux et très vite surtout. Le truc, c'est que j'avais jamais appris à étudier vraiment et je me suis plantée aux examens, alors que je travaillais vraiment comme une tarée, mais j'avais une composante de stress telle que je retenais rien à ce que j'étudiais. Et du coup, j'arrivais aux examens, j'avais pas bien dormi, j'étais stressée, je savais plus lire les questions, c'était vraiment super flou dans ma tête. Je confondais tout, j'allais chercher beaucoup trop loin. J'avais des examens à QCM à points négatifs et c'était la catastrophe pour moi, parce que voilà. Et du coup là, j'étais hyper stressée, mon système nerveux n'allait déjà pas du tout bien non plus à ce moment-là. J'ai été chez ma médecin qui m'a dit: «Bon, on va essayer de te calmer, on va, te mettre sous, Rilatine à ce moment-là pour que je puisse passer, mes examens». J'ai été diagnostiquée haut potentiel à ce moment-là, qui explique le fait que je vais toujours chercher beaucoup trop loin. Et donc ça a été le début d'une remise en question à ce moment-là, mais j'ai quand même continué. J'ai continué à avancer parce qu'après cette session d'examen qu'au final j'ai réussi, c'est mes stages en kiné qui ont pris le relais dans le parcours éducatif, de l'université et donc comme c'était en présentiel et que c'était, enfin bref, dans le travail même, j'ai excellé dans mes stages et donc j'ai plus besoin de réfléchir vraiment. Alors qu'au fond de moi, c'était pas du tout réglé comme situation. Et puis après, j'ai commencé à travailler, et pour vraiment faire court, j'ai eu mon diplôme, en septembre 2018 et le 1er octobre 2018, je travaillais déjà. Donc je me suis pas pris de pause alors que j'avais eu des secondes cesse, chaque année et cetera. Mais j'étais là: «Non, c'est bon, j'ai déjà perdu assez de temps, il faut que je fonce, il faut que je fonce, faut que je prouve». En fait, j'avais vraiment quelque chose à prouver, au fond de moi. Et du coup, j'ai commencé à travailler direct. J'ai travaillé beaucoup dès le départ. J'ai acheté un cabinet avec une collègue au bout de 2 ans et en fait, de nouveau, c'était une collègue, avec qui on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde sur plusieurs points, mais comme elle était plus âgée que moi, je me disais: «Ah c'est elle qui a raison, donc je vais faire comme elle, je vais m'adapter, je vais m'adapter». Et en fait, petit à petit, j'ai senti qu'il y a des choses qui n'allaient plus, dans le sens où
j'arrivais plus à trouver l'énergie pour aller boire des verres avec des copains. Je trouvais plus l'énergie d'aller faire mon sport alors que je suis quelqu'un d'hyperactif, j'ai besoin de faire du sport, mais j'arrivais plus. Je mettais vraiment toute mon énergie dans ce cabinet, dans le fait d'essayer de faire plaisir à ma collègue alors que ça n'avait pas de sens pour moi et qu'il y a plein d'endroits où ça tiquait, mais je me disais: «Non, c'est elle qui a raison» et cetera et donc j'enfuyais hyper fort les petites voix au fond de moi qui arrêtaient pas de crier, par-delà. Hem Et puis à un moment, j'ai vraiment senti que j'étais épuisée parce que, donc je disais à chaque fois mais je faisais du hockey à l'époque et je disais à mes copines du hockey que, j'allais pas savoir venir parce que j'étais fatiguée et puis je me faisais engueuler parce que: «Mais quand même, il faudrait que tu viennes, fais un effort, c'est quand même pas très compliqué de venir faire du sport» et cetera. Donc il y avait de la culpabilisation un peu de tous les côtés. J'étais pas très, très bien entourée, à cette époque-là et comme je dis, je suis la plus petite d'une famille de 5, où, ils sont tous, très, très haut placés dans leur job et ils font très, très bien ce qu'ils font et donc il y avait aussi une petite voix qui disait: «Anne-Cat, tu es la plus jeune, tu pas à être fatiguée maintenant, il faut que tu continues à avancer parce que c'est ça la vie et que on s'arrête pas comme ça, regarde les autres, ils sont plus loin, ils le font depuis plus longtemps, donc tu devrais être capable de le faire aussi» et donc c'est vraiment toute cette histoire de comparaison derrière aussi qui m'a pas facilité la vie et puis, en décembre, 2020, j'ai voulu m'arrêter une première fois. Mais mon médecin était en congé, de maternité et donc je me suis dit: «Bon, c'est pas grave». Ah oui, j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que donc avec cette collègue, avec qui j'ai acheté un cabinet, ça s'est pas du tout bien passé et du jour au lendemain, mon système a complètement, vrillé quoi, on s'est disputés, au téléphone à un moment pour une bête histoire de vélo qui était pas à un bon endroit et hem et j'ai vrillé, j'ai dit: «En fait, je pars». Vraiment, c'était instantané, enfin, voilà, on s'est disputés au téléphone, je suis revenue, j'ai mis par écrit en me disant, «J'ai pas à lui parler comme ça, donc je vais m'excuser» et en fait, mes doigts tout seuls ont écrit, en fait, «Je continue pas, j'arrête, je pars» parce il y a aucun moment où on va réussir à être d'accord parce qu'on fonctionne pas de la même manière et donc ça peut pas fonctionner sur le long terme, quoi et du coup, ça a été, le gros step, en arrière, la prise de conscience de: «OK, en fait, qu'est-ce que je veux pour moi? Comment je fais pour continuer?» parce que j'avais mes patients à côté de ça, qui voulaient encore que je les reçoive et j'avais en fait, dans mon approche, dès le départ en tant que kiné, dès que quelqu'un arrivait avec, le dos coincé, mes premières questions c'était, comment ça se passe à la maison? Comment ça se passe au boulot? Parce que pour moi le corps parle et donc quand on a mal partout, c'est aussi parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre vie qui nous conviennent pas et le corps qui vient rappeler à l'ordre, quoi. Et du coup, je me suis arrêtée, enfin j'ai arrêté cette collaboration avec cette collègue. J'ai essayé de relancer toute seule mon cabinet en plein covid, dans une autre ville parce que j'habitais plus au même endroit et ça n'a pas très bien marché donc j'ai voulu m'arrêter à ce moment-là mais comme je disais, mon médecin était en congé, de maternité et donc je me suis dit: «C'est pas grave, je vais trouver un autre job et je vais continuer quand même, je vais me trouver d'autres solutions». Accès solutions tout le temps, dans ma tête et du coup, j'ai été travailler dans un magasin de vêtements, pendant quelques mois et ça honnêtement, ça m'a fait du bien parce que, je prenais mes livres là-bas, il y avait pas beaucoup de gens qui rentraient, dans la petite boutique, c'était vraiment un tout petit truc et donc le personnel était super gentil, enfin vraiment là, ça m'a fait un bol d'air et j'ai commencé ma formation de coaching à ce moment-là. J'ai tout fait à l'envers. J'ai commencé ma formation de coaching à ce moment-là. Là, je me suis fait coacher et je me suis rendu compte à quel point j'étais fatiguée, à quel point, l'entourage que j'avais n'était pas très soutenant et plutôt culpabilisant par rapport à moi, que j'étais très souvent dans des relations toxiques, que je me respectais pas, que je connaissais pas mes besoins, que je me dévalorisais, dans plein de situations et que j'avais pris un peu un rôle par rapport à mes patients qui était un peu un rôle de sauveuse. Dans le sens où, ils m'envoyaient des messages le soir en me disant: «Tu es la seule qui peut m'aider, est-ce que tu as un rendez-vous demain?» et cetera et je prenais ce poids sur mes épaules alors qu'il m'appartenait pas du tout et j'étais en grosse contradiction aussi avec, mon côté perfectionniste parce que pour moi, si mes patients revenaient chez moi 6 mois après en ayant de nouveau mal au dos, c'était de ma faute, c'était que moi j'avais pas bien fait mon job. Donc heu, donc voilà, tout ce qui pesait sur mes épaules, dans ma tête, toutes les petites voix derrière qui venaient, me foutre des claques tous les jours, pardon pour le terme, mais qui faisaient qu'en fait j'étais épuisée et que mon corps, il a lâché quoi et donc j'ai été, via cette formation de coaching, j'ai repris rendez-vous chez mon médecin et là je me rappellerai toute ma vie mais donc
j'ai un ami, donc comme j'ai fait la kiné, j'ai plusieurs amis qui sont partis en France, parce que voilà, il y a beaucoup de Belges qui viennent travailler en France en tant que kiné et donc j'ai un ami qui revenait en Belgique et qui m'a dit: «Ah, est-ce que tu es dispo demain?» Je lui ai dit: «Beh, écoute, je vais chez mon médecin tout à l'heure pour savoir si je suis arrêtée ou pas et en fonction de ça, je serai dispo ou pas». Et j'ai imaginé pendant un quart de seconde que mon médecin me disait non pour m'arrêter et j'ai pleuré pendant 2 heures et demie sans m'arrêter, quoi. Donc je me suis dit: «Ouh là, je suis quand même très, très loin». Et donc, pour répondre à ta question, tu me dis si je suis trop longue dans mon intervention. Mais donc, Bon, dis-moi? là, peut-être juste avant que tu poursuives, Mmh mh. parce qu'effectivement, ce qui va être super intéressant, c'est de voir comment tu t'es sortie de tout ça. Qu'est-ce Mmh. que tu as activé comme levier, qu'on puisse vraiment aller dans le concret et que les gens qui peuvent se reconnaître dans ton parcours, ils se disent: «Ah OK, je vais commencer par ça» et qu'ils aient des leviers à activer. Mais avant ça, Mmh. je voulais quand même souligner que là, tu nous as présenté, tout ton parcours en détail et je trouve ça très, très riche et très intéressant parce que finalement, on peut vraiment se retrouver au travers de certaines parties de ton histoire, de Mmh. certaines choses qui te sont arrivées en se disant: «Oui, effectivement, mais ça explique aussi des choses, chez moi» et je me rends compte que je suis pas la seule et c'est ce que tu disais aussi en introduction tout à l'heure. C'est Mmh. qu'en fait, on n'est pas la seule à avoir certains modes de fonctionnement. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que on dans notre discours interne, on fait tout le temps comme si on était les seuls. Et donc, il y a vraiment quelque chose à travailler au-delà de ce qu'on peut entendre de notre entourage sur les choses qu'on se dit à soi-même. Et c'est aussi en ça, on va venir tout doucement, on l'a pas encore trop abordé là, le lien avec le sommeil, on va y venir, mais c'est aussi en ça où bah, que ce soit dans ton activité ou dans la mienne, mais surtout par rapport aux gens qui souffrent de troubles du sommeil ou qui souffrent de burn-out, il y a vraiment enfin tout s'entrecroise. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de burn-out et aussi de troubles du sommeil parce que on se retrouve dans des difficultés similaires et puis on se retrouve avec ce poids du discours interne, de la petite voix comme tu l'appelles, du dialogue intérieur qui vient faire basculer ou alors qui empêche de remonter la pente. Et ça, c'est vraiment là quelque chose que je notais au travers de tout ce que tu partageais. C'est tout le temps, tu revenais toujours en disant, mais je me disais que, et ça, c'est tellement puissant ce qu'on se dit. Je trouve que si il y a vraiment des choses importantes à retenir dans ce que tu partages, mais je pense que là, c'est un élément fondamental que moi, j'aime vraiment beaucoup mettre en lumière aussi, parce que on peut faire plein de choses dans sa vie. On peut faire, changer plein d'habitudes, on peut, je sais pas, acheter plein de gadgets, des accessoires, on peut se faire accompagner, sur tous les plans. Mais en Mmh. fait, si on n'a pas la volonté première de changer son dialogue intérieur, ben, en fait, il se passe rien, on fait un Mmh. petit peu du sur place. Donc je voulais vraiment le mettre en avant Ouais. et je trouvais que c'était très parlant et il y avait une autre chose aussi sur laquelle je voulais, revenir, hem, non, enfin plusieurs choses en fait. Déjà et tu l'avais évoqué lorsqu'on avait fait le podcast toutes les 2 sur ton épisode, c'est le fait que le burn-out, c'est pas pro ou perso. C'est Non. vraiment ce qui se passe à l'intérieur de chaque personne et j'aimerais bien que tu nous en dises 2 mots. Parce que c'est vrai que souvent quand on parle de burn-out, on met tout le temps le mot professionnel derrière. Un burn-out, enfin on se dit parce qu'il y avait trop de charges ou trop de pression au travail. Alors certes, tu l'as évoqué, pour toi, il y a eu une composante, Mmh. professionnelle. Mais finalement, on a bien vu que ça prenait pas racine, là-dedans et pour certaines personnes, c'est même pas du tout ça. Mmh. Après, on peut parfois joindre, le terme de parental, les burn-out parentales où on se dit suite à la naissance d'un enfant, bah, ça devient très compliqué et cetera. Mais moi, j'aimerais bien que tu nous en dises 2 mots parce que je trouve ça assez frustrant, de façon globale, que, dans la tête de la majorité des gens, tout soit très sectorisé. Un petit peu comme si on avait un système nerveux pour le pro, un système nerveux pour le perso, un système nerveux pour la famille, le social, alors qu'en fait, on n'a qu'un système nerveux. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Tout à fait. Ben en fait, pour moi, le burn-out, ça a une grosse composante émotionnelle et quand je dis émotionnelle, c'est pas, on est des chochottes qui pleurent tout le temps. C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est vraiment parce que quand tu le vois dans mon parcours, c'est le je me dis que, c'est toujours dans la tête. Or, les émotions, c'est 100% dans le corps. Et en fait, au travers des choses difficiles qu'on vit ou des situations dans lesquelles on est, etc., notre corps nous envoie en permanence des informations via notre système nerveux. Donc moi, je parle de l'inconscient et du conscient. Tu me dis si tu suis mon raisonnement. Mais donc, notre inconscient nous envoie en permanence des messages à notre conscient via des messagers chimiques qui sont les émotions.
Et donc, ces émotions, elles traversent notre système nerveux. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais la composition des larmes est différente en fonction de l'émotion qu'on est occupé à traverser. Idem pour la transpiration. Et donc, je trouve ça super intéressant parce que, en fait, le fait de pleurer, le fait de transpirer, c'est vraiment le corps qui lâche les toxines. OK? Et du coup, dans notre société et moi dans ma famille, j'ai appris que les émotions c'était dangereux. Il fallait surtout pas aller de ce côté-là parce que ça met mal à l'aise. Et pour plaire aux gens, ben, je vais garder mes émotions pour moi, je vais mettre mon masque qui sourit tout le temps et ça ira mieux dans ma vie. Pas du tout. Mais du coup, on bloque les émotions en permanence et le système nerveux, il a une capacité de contenir certaines émotions de temps en temps parce que ben, dans certaines situations de danger, c'est sûr qu'il vaut mieux pas s'exposer et montrer sa vulnérabilité avec certaines personnes. Dans certaines situations, ça s'y prête pas et donc le corps, il peut garder de temps en temps, mais c'est super important d'avoir un espace pour pouvoir extérioriser. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Moi, je considère qu'une émotion, c'est une vague. Elle vient, il y a un pic et puis elle passe. Si on bloque en permanence la vague et qu'on met une barrière, qu'on met une digue, ben, la vague, elle va pouvoir être contenue. Par exemple, moi, j'avais énormément de colère en moi, que j'ai fait sortir pendant mon burn-out. J'avais vraiment énormément de colère en moi. Et du coup, ben, si je bloque une colère, ok, ben, la digue est assez forte que pour pouvoir la contenir. S'il y a un deuxième truc qui met en colère qui vient, ben, il y a encore de l'espace, mais par contre, la précédente, elle n'est pas partie, elle est toujours là. Donc, il y a le double dans mon système nerveux. Et puis, le triple, le quadruple, etc., jusqu'au moment où le système nerveux, il ne sait plus contenir. Et à ce moment-là, pour moi, il éclate. Et pour moi, c'est ça le burn-out. C'est le système nerveux qui a éclaté parce qu'on n'a tellement pas écouté notre système nerveux, on n'a tellement pas écouté nos émotions, on a tellement foncé dans un mur qui ne nous convient pas que le corps, il dit, en fait, là, je ne sais plus pallier à tout ce que tu me demandes sans m'écouter. Et donc, c'est vraiment ça. Pour moi, les émotions, c'est très binaire. C'est le système nerveux, c'est l'inconscient qui envoie deux messages. Soit émotion agréable, et j'aime bien dire émotion agréable et désagréable, parce que c'est pas une question d'émotion positive ou négative. C'est vraiment émotion agréable. On est content de ce que tu fais, va continuer dans cette direction parce que ça nous fait du bien. Émotion désagréable, change quelque chose parce que là-dedans, ça va pas nous convenir. Soit on se sent pas respecté, soit ça nous dépasse parce qu'on est trop fatigué, soit, enfin, toutes les émotions que le corps va nous envoyer, c'est juste des messages pour arriver à la vie qui nous convient le mieux. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire par rapport, Mmh. et donc c'est pas une histoire de professionnel, de personnel, de parental ou quoi, c'est à quel point est-ce que tu t'écoutes? Moi, c'est ça. Pour moi, des gens qui tombent en burn-out, et je parle pour moi aussi, hein, c'est parce que je ne me suis pas écoutée pendant tellement d'années que j'avais un surplus de toxines dans mon corps et que mon corps a eu besoin de les évacuer à un moment. Et il y a un moment, il m'a plus laissé le choix. Maintenant, tu nettoies ton système parce que sinon ça va pas aller. Ouais, c'est vraiment très parlant ce que tu dis et je pense que ça fait du bien de l'entendre dans ces termes-là. Moi, ça me fait penser aussi justement à cette notion de ressources. J'ai bien aimé tout à l'heure quand tu as utilisé justement cette balance, entre ressources et comment tu as utilisé? Parce que moi, je dis ressources et dépenses et toi, tu as utilisé un autre mot. Tu as dit entre ressources et Ah ah, bon, qu'est-ce que j'ai ça dit? m'échappe. Mais en tout cas, c'était cette idée-là, hein, de toute façon Oui, et c'est c'est ça. très parlant. Hem, Ça me faisait penser au fait que notre système nerveux, il est bien sûr très consommateur de nos ressources aussi, de des minéraux, des vitamines, de tous nos macronutriments aussi, parce que pour justement s'adapter à tout ce qui nous arrive et quand le système nerveux, il travaille beaucoup, en fait, qu'il est tout le temps sollicité parce qu'on doit tout le temps s'adapter. Il faut vraiment rappeler que plus qu'on fait, c'est compliqué pour nous, moins ça a de sens et plus on y va à reculons et plus notre système nerveux doit s'adapter. Et c'est vrai que tout ce que tu nous as partagé, même sur par rapport à ton enfance et ta vie de jeune adulte, etc., en fait, on imagine vraiment ce mode un peu caméléon, où en fait, quand on est en mode caméléon, ça veut dire que notre système nerveux, il doit s'adapter 10 fois plus que les autres, puisqu'en fonction de la couleur qu'on prend, il faut qu'on réagisse d'une certaine façon. Donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que finalement, c'est quand même particulièrement épuisant et ça veut dire qu'on va venir chercher dans nos ressources. Et c'est pour ça qu'après, on peut se retrouver en carence, en insuffisance de magnésium, de zinc, de plein de choses. Mais il faut pas oublier que il n'y a pas que notre système nerveux qui a besoin de ça.
il y a aussi notre système hormonal, il y a aussi notre ventre, nos intestins, nos organes pour justement se régénérer, notre cerveau, bien évidemment, quand on parle par exemple des matières grasses, etc. Et donc, si notre système nerveux, il arrive un peu au crash comme ce que tu expliquais, ben, en fait, le reste du corps aussi. Et donc, c'est Ouais. pour ça que derrière, le corps, il rame, en fait, pour venir un petit peu recoller les morceaux. Et justement, je te propose de continuer un petit peu ton parcours, ton histoire de vie, et de nous dire ce qui s'est passé après tout ça, parce que là, on en était arrivé à ce point avec toi où là, enfin, voilà, tu commences à vraiment dire stop. En tout cas, ton Mmh. corps te dit stop. Et Ouais. qu'est-ce qui va se passer maintenant pour toi? Beh, donc, comme je disais, j'ai pleuré à l'idée que mon médecin, ne me laisse pas m'arrêter et donc c'est le premier truc que j'ai dit à ma médecin et elle a dit: «Mais enfin, on voit à quel point tu es épuisée, bien sûr que je t'arrête, il y a pas de souci» et donc j'ai dû prévenir mes patients que j'arrêtais de travailler et ça, pour moi, c'était hyper difficile de dire à mes patients que, que pour l'instant, j'allais plus pouvoir, les accompagner parce que pour moi, justement, mon travail, c'était le côté où, j'avais la reconnaissance, que j'avais cherchée, depuis toujours. Je me sentais à ma place, je savais que je faisais du bon travail et cetera. Mais j'étais arrivée à un niveau d'épuisement pour te dire, tu vois, un des signes que j'avais aussi, c'est que, quand mes patients venaient en consultation, au moment où, j'étais dans toutes mes réflexions de: «Est-ce que je dois m'arrêter ou pas?» Mes patients venaient en consultation, j'avais l'impression de faire du mauvais boulot et du coup, j'avais l'impression que je ne méritais pas l'argent qu'ils me donnaient et donc je culpabilisais, d'avoir reçu cet argent, de pas être efficace dans mon boulot et cetera et donc je dormais super mal le soir parce que, je me disais que je méritais pas tout ça et du coup le lendemain c'était reparti, je dormais encore plus mal et cetera. Enfin, c'était vraiment un cercle vicieux horrible et donc je me suis arrêtée et là, c'est à ce moment-là, je te dis que le fait de prendre ma douche, c'était épuisant. Le fait de balader mon chien, c'était une catastrophe et je culpabilisais énormément aussi parce que j'habitais seule dans mon appartement à l'époque et donc j'avais mon chien que je devais aller promener, qui était, encore jeune et donc qui était très jouette et j'avais justement dans ma tête toutes ces petites voix de: «Il faut que mon chien soit parfait aussi, pour qu'il soit accepté, dans tous les endroits où j'ai envie d'aller» et donc je la mettais dans des situations de contraintes énormes. Dès qu'elle dépassait un peu mon pied, je sentais vraiment la colère monter en moi, et je me sentais agressive envers elle et puis je culpabilisais parce que j'ai vraiment un petit cœur de bisounours et donc je ne voulais pas, lui faire du mal ou quoi que ce soit, mais c'était plus fort que moi. Je le sentais dans tout mon corps, ça dépassait j'étais très impulsive et donc je culpabilisais derrière par rapport à ça, de m'énerver sur mon chien alors que c'était juste un chien qui apprend, quoi et donc j'avais absolument pas de patience, j'avais besoin d'aide, clairement et donc je voyais mon psy. Déjà, depuis longtemps, je voyais mon psy. J'avais encore la formation de coaching à côté qui m'a bien aidée à me rendre compte de ma situation, de mes besoins, de qu'est-ce qu'une relation toxique. J'ai pris des distances avec beaucoup de gens. J'ai dû couper les ponts avec certaines personnes pendant plus de 6 mois, même si c'était très difficile pour moi. Je suis partie toute seule pendant, 10 jours. J'ai eu la chance, de partir à Tenerife. Vraiment j'avais pris un appartement, Airbnb avec juste vue sur la mer et j'ai rien fait du tout. J'ai juste regardé la mer pendant 10 jours. J'avais même pas de voiture, rien du tout. J'avais juste mes livres, de quoi noter, et rien d'autre, quoi. Je dormais, j'allais à la plage quand j'avais envie d'aller à la plage et là, j'ai vraiment appris à m'écouter moi-même de: «OK, je suis toute seule, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Est-ce que j'ai envie de manger? Est-ce que j'ai pas envie de manger? Est-ce que j'ai envie de boire? Est-ce que j'ai pas envie de boire?» Pas d'alcool, hein, je prenais pas d'alcool à ce moment-là. Surtout qu'en plus, évidemment dans ce contexte d'arrêt, mes problèmes de peau ont éclaté. J'ai jamais eu autant de psoriasis de ma vie. J'étais pleine de partout. Dès que je mangeais de la tomate, j'ai toutes mes plaques qui brûlaient et cetera, donc j'ai revu toute mon alimentation à ce moment-là. Heu, Au niveau sommeil, je dormais pas bien, mais je m'anesthésiais, en fait, dans le sens où, je regardais des épisodes de Friends jusqu'au moment où je m'endormais toute seule devant mon écran, quoi. Donc c'était pas du tout du sommeil qualitatif non plus. Et puis je me suis entourée des personnes qui me faisaient du bien, en fait. J'ai vraiment fait un tri dans les gens à qui je disais: «Écoute, je suis trop fatiguée pour venir aujourd'hui» et qui m'engueulaient derrière en me disant: «Ah mais tu promis blablabla». J'étais là: «OK, en fait, toi, je vais pas te voir pendant un petit temps». Alors c'est pas du tout méchant vis-à-vis de ces gens-là, hein, c'est juste, voilà, une réalité de j'avais besoin d'autre chose et d'autres gens qui me disaient: «Oh mais je peux faire quelque chose pour toi, si tu as besoin d'aide, dis-moi» et cetera. J'étais là: «OK, ça» et en fait, j'ai vraiment appris à écouter mon corps là-dedans aussi parce que je me suis rendu compte que
Parfois, j'étais très, très fatiguée, mais il y a des gens que j'avais vraiment envie de voir, donc juste avant de voir ces personnes, mon corps m'envoyait vraiment des messages de fatigue extrême, au point où je partais plus tôt parce que je savais très bien que si je restais 5 minutes de plus à la maison, je m'endormais et que je voulais voir cette personne et puis, en fait, le moment que je passais avec cette personne était hyper fatigant pour d'autres raisons parce que la personne en face était pas bien et donc venait un peu, m'utiliser comme déversoir alors que c'était pas du tout de ça dont j'avais besoin et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit: «OK, en fait, mon corps m'avait envoyé le message avant en me disant: pas bonne idée, enfin, c'est juste reporte, quoi». Et il y a aussi ça que j'ai appris, c'est que, ben, en fait, tout est phase. Dans le sens où dire non à une personne, ça peut être aussi dire non aujourd'hui, mais remettre à la semaine prochaine. Et donc, il y a vraiment j'ai repris conscience de la notion du temps et de tout ne doit pas être fait à l'instant même. On peut avoir un calendrier, mettre ça plus tard et on peut, heu, dire: «En fait, aujourd'hui, ça me convient pas, est-ce qu'on peut remettre ça?» ou dire, «En fait, ça me convient pas du tout, je préfère arrêter tout court». Hem, donc c'est vraiment me remettre en priorité par rapport au moment présent. C'est vraiment retrouver le moment présent. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi à l'instant même? Est-ce que c'est d'aller balader mon chien ou est-ce que c'est de dormir? Est-ce que le fait de balader mon chien, c'est primordial, mais j'ai pas l'énergie, donc je demande de l'aide. Ça a vraiment été un apprentissage de demander de l'aide parce que j'ai un tempérament hyper indépendant. J'ai appris à m'occuper de moi-même. Et comme si, le fait, de demander de l'aide, c'était avouer une faiblesse, avouer qu'on est nul, qu'on est, enfin, je sais pas, toutes les phrases que je me disais, juste pour me blâmer toute seule et m'auto-flageller comme quoi, si j'arrive pas à le faire toute seule, c'est vraiment la honte. Bah non, en fait, j'ai appris à demander de l'aide, voilà, pour balader mon chien, pour diminuer mes frais. Donc je suis retournée habiter chez mes parents pendant un moment parce que j'arrivais plus à payer mon appartement. Ça a été un gros coup dur aussi. J'ai appris, comme je disais, à aller travailler dans un magasin de vêtements, hein, dans la famille allez, de laquelle je viens. Le fait de travailler dans un magasin, beh, ça peut être vu comme, beh, tu as un diplôme universitaire, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas ta place, tu dois honorer ton diplôme. Alors qu'en fait, bah, non, si tu as envie de lâcher prise un peu, de faire un truc qui te sécurise financièrement et qui te permet de calmer tes angoisses pour pouvoir reprendre de l'énergie et aller plus vers ce qui te fait plaisir et ce qui te fait du bien, ben fais ça en fait. Et donc c'est vraiment me détacher des injonctions que j'avais intériorisées, heu, pour apprendre à me respecter moi. Mmh. Ouais, il y a beaucoup de choses là qui ressortent de ce que tu viens de dire. Tu as beaucoup insisté sur la notion de sens et c'est vrai que ça me paraît ultra essentiel. Et puis aussi sur cette notion de savoir dire non. Et aussi que c'est pas binaire. Ça vraiment j'aime Ouais. bien cette nuance que tu as donnée. Mmh. Effectivement, on peut dire non maintenant et oui demain et les gens qui sont pas prêts à l'entendre, bah, finalement, c'est que c'était pas les personnes pour nous accompagner C'est ça. maintenant, en tout cas. Ouais. Ça veut pas dire qu'on peut pas peut-être renouer avec certaines personnes plus tard parce que on serait peut-être plus dans une même énergie et que la personne, elle peut apporter autre chose. Mais par contre, le fait de savoir dire non et ça revient à la notion de sens aussi et ça revient à beaucoup de choses que tu as évoquées dans ton parcours, mais que je me retrouvais énormément dans beaucoup de choses aussi de ce que tu viens de dire. Le fait de savoir dire non, c'est le fait de pas vouloir être parfait, que les gens puissent être déçus à un moment donné. En fait, s'autoriser à décevoir. Même Mmh. si après, souvent, on se dit qu'on va décevoir. En fait, pas du tout. Les gens, ils s'en fichent. Mais nous, on peut se dire que oui, on va décevoir, comment c'est possible, etc. Ouais. D'accepter que le regard de l'autre, il puisse changer parce qu'on a toujours dit oui et qu'à un moment donné, bah, en fait, on dit non et donc d'accepter ce changement. Moi, je parle beaucoup d'impermanence en lien avec la gestion des émotions, la gestion du stress, comprendre que le vivant n'est fait que de mouvement, de volatilité et d'impermanence et souvent quand on n'ose pas dire non, qu'on n'ose pas se positionner, qu'on a peu confiance en soi, c'est parce que on veut comme figer quelque chose, le peu de choses qui nous rassurent et dans lequel on se sent bien, on aimerait que ce soit figé, que les gens ils pensent toujours la même chose de nous, que rien ne bouge, parce que c'est la Mmh. seule chose qui nous sécurise. Et quand on comprend qu'en fait ça, mais ça marche pas et que ça nous puise toute notre énergie, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une dynamique nouvelle qui s'installe. Donc ouais, je trouve ça très 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 intéressant. Et euh, j'attendais de voir ce que tu allais me dire par rapport à ton sommeil. Donc tu as commencé à en parler, je peux maintenant te poser toutes les questions qui me taraudent. Alors Comment ça se juste, fait attends 2 secondes, toi? si je peux Oui. revenir sur la notion et l'importance de savoir dire non. Pour moi,
je vais venir dans un sujet un peu plus profond, parce que le fait pour moi de savoir dire non, ne fût-ce que pour aller boire un verre avec des amis en qui on a confiance, le fait de dire non, «Je suis pas disponible pour le repas de famille ce soir» ou des trucs comme ça, c'est ultra important parce que moi j'avais pas appris à faire ça et que je suis arrivée dans des situations où je me suis fait agresser. Où je me suis fait agresser et je ne me suis pas respectée et j'ai attendu que des choses se passent de manière complètement figée, tétanisée, en fixant le mur, parce que j'avais pas appris à dire non et que je m'étais dit, que j'allais pas pouvoir sortir de la situation, que je ne méritais pas autre chose et cetera et donc pour moi, le fait d'apprendre à dire non sur des trucs qui peuvent paraître petits, ça permet d'éviter d'arriver parfois à des catastrophes et donc c'est un point que je mets aussi super important. Dites-vous que en apprenant à dire non à des petites choses, ça nous permet de gagner confiance en nous et d'éviter d'arriver dans des situations de drame dans lesquelles on n'arrive pas à se défendre, on n'arrive pas parce qu'on n'arrive pas à poser nos limites. Pour moi, c'est Mmh. hyper important. Ça permet de se respecter, en fait, et si on se respecte nous, c'est plus facile d'être respecté par les autres aussi, Oui, même dans son intégrité physique, tout à fait. ouais. OK. Bah oui, merci de le préciser et tu vois, on est toutes les 2 mamans et Mmh. je pense que c'est un message qui doit porter loin. Que Ouais. ce soit que là, les personnes qui nous écoutent dans ma communauté, il y a plein de parents aussi, des grands-parents et je pense que ça, c'est un message qui doit se transmettre à tout niveau et qui est très transversal par rapport à toutes les choses qu'on vit dans notre vie. Donc c'était important de le souligner. Merci Mmh. d'avoir précisé ça. Tout à fait. Est-ce que tu veux revenir sur ton sommeil? Parce Oui, tout à fait. qu'effectivement, Passion heu, le sommeil. le burn-out et le sommeil, on l'a dit, hein, ce sont des choses qui sont liées. Parfois, le sommeil, il entraîne le burn-out parce que finalement, on est épuisé, donc on n'arrive plus rien à gérer alors que on aurait peut-être pu, avec un sommeil normal, de continuer à faire ce qu'on faisait. Parce que pour certaines personnes, ça peut être aussi un surplus, vraiment une charge, c'est-à-dire qu'elles peuvent, aimer ce qu'elles font, mais à un moment donné, trop, c'est trop. C'est-à-dire que les journées font 24 heures et quand on en travaille 20 sur 24 ou alors quand on en travaille 18 sur 24 et que les 2 autres heures, c'est pour s'occuper de la maison ou des enfants et qu'on dort 4 heures par nuit, à un moment donné, Mmh. ça passe plus. Donc effectivement, on peut être aussi dans cette notion de trop peu de sommeil peut entraîner le burn-out parce que, pas assez de repos, de ressources. Le burn-out peut aussi induire des troubles du sommeil. J'aimerais bien que tu nous dises dans quel sens toi tu l'as vécu et comment ça se manifestait exactement. Alors comme je t'ai dit, pour moi, c'est surtout, et je sais que ça fait un lien avec tout ton travail, c'est surtout ce qu'il y avait dans ma tête qui m'empêchait de dormir. Parce que je me disais: «OK, pour être plus efficace au boulot, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça» et donc c'est comme si tous les soirs, j'avais un petit plan qui se mettait dans ma tête de toutes les formations que j'allais devoir faire. Oui, parce qu'évidemment, j'en ai pas parlé, dans ma présentation, mais sur mes 3 premières années de boulot, je crois que j'ai fait 8 formations différentes. Donc j'étais occupée tout le temps parce que, j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur et donc pour pouvoir être performante pour mes patients, il fallait que je fasse plus, il fallait que je fasse plus et cetera. Donc c'était vraiment cette notion de je vais aller de l'avant, je vais faire des formations supplémentaires, je vais me renseigner pour telle formation, telle formation, telle formation et du coup, le matin, quand je me réveillais donc le soir, globalement, pendant la nuit, je j'allais dire je dormais bien dans le sens où, à 22:00, je m'endormais et à 7:00 du matin, je me réveillais. J'avais pas de réveil et d'insomnie, mais par contre, mon réveil était pas de qualité parce que, comme je te disais, je m'anesthésiais, devant des séries, jusqu'au moment où je m'endormais, voilà. M je comatais, enfin, je sais pas comment comment dire, mais voilà, parce que, je voulais pas réfléchir avant de dormir et donc ma manière de pas réfléchir, c'était aller regarder des séries et puis le matin, dès que je me réveillais, c'était: «OK, je dois aller balader mon chien, il faut que je me lève, il faut que je fasse ceci, cela, cela» et donc j'étais un peu comme Duracell, quoi. Vraiment l'image de Duracell qui court dans tous les sens, un peu une poule sans tête, donc au niveau du sommeil, j'étais épuisée par tout ce que je faisais la journée et je tombais dans un coma, de nuit et puis le lendemain, c'était reparti, quoi. Et tu avais des réveils nocturnes? Ou Non, alors moi j'ai est-ce que pas eu ou de quand mais ou tu alors tombais c'était, vraiment, tu dormais, quoi? oui, je dormais, mais j'étais réveillée vers, 6:30, 7:00 du mat, quoi. Alors que, je savais que j'avais besoin de dormir jusqu'à 11:00, mais c'était pas possible, quoi et d'ailleurs faire des siestes, c'était impossible pour moi. Mmh.
Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu constates chez les personnes que tu accompagnes aujourd'hui en tant que coach? Qu'est-ce que tu constates par rapport au sommeil justement? Ben que c'est vraiment la même chose, en fait. Enfin, en fait, ça dépend. Non, je dis: «C'est la même chose», mais tous les patients sont différents. Mais globalement, il y en a beaucoup, beaucoup qui, n'arrivent pas à s'arrêter, n'arrivent pas à dormir, n'arrivent pas à se dire qu'ils méritent, enfin qu'ils méritent, qu'ils ont besoin surtout de faire des siestes parce que, «Ah mais non, il y a les machines à laver. Ah mais non, mais comme je suis à la maison, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse ceci, cela, cela, cela» et vraiment le mode un peu, suricate, en suractivité, ben il continue à la maison à l'arrêt et c'est aussi, aller dormir super tard le soir, mais être fatigué toute la journée, quoi. Globalement, ils sont crevés tout le temps, mais ils s'autorisent pas les pauses pour vraiment dormir et c'est à ça que j'aime bien, ma casquette de kiné aussi parce que du coup, quand je les vois en mode suricate, c'est: «OK, couche-toi sur la table, on va respirer et Mmh. puis on va voir, ce que ça donne» et donc pendant 1 heure, on fait vraiment de la relaxation, de la respiration. Moi, je viens un peu masser le corps aussi, prendre soin, en fait et souvent, à la fin de la consultation, ils sont là: «OK, en fait, je suis fatigué, je vais aller dormir» et alors du coup, ils s'octroient, parce qu'ils se rendent compte, en fait, ils prennent le temps de se poser et de se rendre compte de la situation dans laquelle ils sont vraiment, quoi. Mmh. Mais surtout qu'en plus, on est malgré tout dans une société qui n'induit pas la possibilité de repos et c'est sûr qu'on vit dans la société dans laquelle on est, hein. Moi, comme je dis souvent, l'idée c'est pas de faire comme si on vivait dans un autre temps, dans un autre monde ou dans une autre culture parce qu'il faut faire, là où on est avec ce qu'on a. Mais par contre, force est de constater que dans nos sociétés, s'arrêter, prendre un break, faire une sieste, c'est pas vu d'un bon œil. C'est vu comme quelque chose, comme si on était feignant ou qu'on voulait, travailler moins ou alors qu'on était fragile. Ce qui est pas le cas dans d'autres Ouais. parties du monde, hein, très clairement, les gens se posent absolument pas ce genre de questions et donc ça fait du bien aussi, je trouve, dans le discours qu'on peut tenir et je pense que tu dis la même chose en consultation, tout comme moi, de mettre ça en perspective et de dire: «Mais en fait, c'est juste un point de vue social. Mais vous en fait, il y a pas de loi qui vous empêche de faire ça, donc ça veut dire quel est le regard que vous portez là-dessus? Est-ce que vous voulez à tout prix être aligné avec, bah, la société dans laquelle vous vivez? Ou est-ce que vous considérez que c'est juste une tendance, mais qu'en fait vous êtes pas aligné avec ça et du coup que vous allez pouvoir faire autrement parce qu'en fait, rien ne vous l'empêche, si ce n'est quelque chose de mental que qu'on qui est un peu véhiculé comme ça de façon un petit peu comme un espèce de message subliminal, voire même parfois de façon très ouverte Mmh. et c'est vrai que moi je le constate souvent parce que tu vois dans les anamnèses que je fais et je sais pas si toi c'est la même chose, mais j'ai toujours une question où je demande aux gens, «Quand est-ce que vous avez des moments de somnolence et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là?» et je sais pas, je dirais un pourcentage, qui est peut-être erroné, mais peut-être entre 80 et 90 des gens qui me disent: «Ben, en fait, je lutte». Je lutte et c'est vraiment le mot qui est Mmh. utilisé. Je lutte. Après quand on détaille, ça va être, bah, justement, je me remets au travail, je prends un café. Après voilà, il y a plein de façons entre guillemets de lutter, mais c'est vrai que les gens se rendent compte qu'ils sont en lutte pour Mmh. continuer à faire des choses. Sauf que c'est parfois pas facile de se dire que quand on est en lutte contre soi-même. Complètement. Ça peut paraître comme ça intuitif quand on le dit, mais en fait, quand on le vit, pas du tout. Et c'est vrai que quand on pose la conscience, là-dessus, eh bien, les personnes, moi, souvent, mes clients me disent: «Mais ouais, mais carrément, vous avez raison, mais après, voilà, s'ensuit toute une discussion parce que c'est bah, forcément, c'est différent en fonction de chaque client, de chaque situation. Mais par contre, le point commun, c'est: «Bah non, dès que je me sens fatiguée, je lutte». Mais sauf que le corps, quand il envoie des signaux de fatigue, c'est pas juste au hasard, histoire de faire joli, Mmh. c'est parce que vraiment, lui, il arrive à un point où il a besoin, en fait, de Ouais. redescendre. Mais oui et il y a surtout, je sais pas si ça ressort chez toi aussi, mais j'ai l'impression dans ce que tu dis que c'est un peu pareil. Il y a une notion de mérite, dans le sens: «Mais non, j'ai rien fait aujourd'hui, donc je ne mérite pas d'aller dormir». Mmh. Comme si il fallait une raison, listée d'être fatigué, en fait. Comme si enfin: «Non, mais j'ai pas le droit parce que, j'ai rien fait aujourd'hui». Mais en Mmh. fait, tu respiré, ton cœur bat, tes intestins, travaillent aussi, ton corps se remet de quelque chose. En fait, t'es en pour moi, chez nous, t'es en arrêt maladie, en fait. Tu pas en vacances. T'es en arrêt, t'es en convalescence, en fait et ça aussi, ça arrive très, très souvent. Des patients pour le burn-out
qui ne se sentent pas légitimes. Il y a vraiment un problème de légitimité aussi, comme si j'avais la jambe pétée, ce serait plus facile. Ça, on me l'a déjà dit plein de fois. Si j'avais la jambe cassée, ce Mmh. serait plus facile parce que du coup, j'aurais le droit de me reposer. Oui, et il y a vraiment cette notion, on ne nous a pas appris, hein, on n'apprend pas ça aux enfants. Moi, j'essaie de le faire un maximum avec les miens, mais je sais que c'est pas facile, moi, on m'a jamais appris ça, mais que l'agenda de notre corps, c'est pas l'agenda de notre mental Mmh et mh. de notre conscience. Sauf que comme il y a une sorte de, comment dire? De valorisation, de mise sur un piédestal de notre intellect conscient, on a l'impression que c'est lui qui sait tout. Mais faut complètement sortir de ça. Notre corps, il sait mieux que nous, à tout moment, ce dont il a besoin. Et si lui, à un moment donné, il dit: «Stop», j'ai envie de te raconter une petite anecdote et puis après, je te redonne la parole, mais parce que ça va vraiment dans ce sens. Là, il y a quelques semaines de ça, j'ai vécu quelques, je sais pas, quelques espèces de bouleversements émotionnels, en fait, dans ma vie, au niveau relationnel, qui ont remis pas mal de trucs en question pour moi. Et mais je me suis sentie d'un seul coup complètement à plat, tu vois? Vraiment plus d'énergie. J'ai passé plusieurs jours comme ça à bader devant mon ordi, à me dire: «Je dois faire plein de choses» et en fait, il se passe rien. Et moi qui fais jamais de sieste parce que je n'en ressens pas le besoin, là, je me suis mis à vouloir dormir et en fait, moins j'en faisais, plus j'avais besoin de dormir et je me suis écoutée et c'est justement au bout du 3e jour, au sortir d'une sieste, et quand je te dis une sieste, je restais un quart d'heure, tu vois? Je suis sortie de ma sieste et là, en fait, il y a eu un déclic en moi, en fait, et j'ai retrouvé l'énergie de passer au-delà, comme s'il m'avait fallu 3 jours d'intégration, que tu vois, tout avait un peu, explosé et puis paf, les morceaux se sont remis. Mais je pense que si je m'étais pas écoutée à ce moment-là, que j'avais lutté justement contre ces moments de sieste, contre le fait qu'à 21h30 j'étais couchée parce que j'étais juste, c'est de ça dont j'avais besoin, ça m'aurait peut-être pris 3 mois. Ça m'a pris 3 jours et j'ai vraiment senti qu'après cette petite sieste, je me suis réveillée, je me suis sentie différente et je me suis dit: «OK, well done, petit Ouais. corps, merci à toi et c'est cool et allez, on repart». Et Mmh. donc je pense que c'est vraiment le message que tu véhicules qui est de s'écouter. C'est bien sûr quelque chose qui résonne en moi, mais quelque chose qui doit être dit sous toutes les formes, quelle que soit la porte d'entrée, que ce soit, bah, là, des situations de burn-out, de fatigue, de troubles du sommeil, n'importe quoi qui peut être couvert par ça. C'est important, en fait. On ne devrait jamais être dissocié de ce que notre corps, il nous envoie comme signal. Mais oui, moi j'adorais, quand j'étais enceinte, j'arrêtais pas de dire, «Tu sais, j'ai pas un modèle IKEA dans ma tête qui dit que je dois mettre les orteils à tel endroit et c'est mon corps qui sait». Moi, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que, il me demande de manger des fruits ou il me demande des protéines ou il me demande ça et en fait, le seul truc que je peux faire, moi, consciemment et si j'ai envie de mettre du contrôle avec ma tête quelque part, c'est de mettre le contrôle dans ce que je mange, dans la manière dont la quantité de sommeil que j'offre à mon corps et cetera. Parce que le reste, c'est lui qui fait. Il fait tout seul. Moi, je ne construis pas le bébé avec ma tête. C'est mon corps qui le fait. Mmh. Dis-moi, Anne-Catherine, on arrive à presque 1 heure déjà Mmh. d'enregistrement. J'ai l'impression, mais comme le premier échange qu'on avait fait, que ça pourrait durer, vraiment plus longtemps. Tu me disais tout à l'heure, à 15 heures, on aura largement terminé parce qu'on va démarrer à 11 heures de papoter toutes les 2. Mais en fait, on pourrait, hein, discuter toute la journée. Oui. Hem, Avant de clôturer, bien sûr, j'ai envie que tu puisses nous dire quels ont été, tu vois, les leviers, même si tu en as déjà parlé, mais tu vois là qu'on puisse Mmh. peut-être les répertorier, faire un petit peu comme une espèce de petit mémo. Quels ont été les leviers qui pour toi ont été les plus importants pour sortir de ton burn-out? Peut-être combien de temps tu as la sensation que ça t'a pris aussi pour, même si c'est ton cas individuel, mais tu vois, pour se faire une idée entre 3 jours et 3 mois, à nouveau, c'est quand même différent. Et quels sont là les quelques conseils que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent, qui se sont peut-être reconnues dans ton parcours et qui souhaiteraient, mettre en place des choses demain dans leur vie? Mmh. Alors, la chose qui m'a aidée, en principal, ça a été de me faire accompagner, clairement. Parce que toute seule, j'aurais pas réussi. Donc j'ai eu mon psy, j'ai eu, le coaching à côté. Déjà ça, c'est 2 choses pour vraiment réussir à me recentrer. Parce que ça a été ça, j'étais complètement hors de moi. Je ne savais plus qui il y avait derrière la carapace que je mettais, tout le temps. Vraiment, je ne savais plus qui j'étais. J'ai dû à un moment j'ai envoyé un message à mes amis en disant: «En fait, c'est quoi mes qualités? Parce que je ne vois plus rien». Donc voilà, ça a été ça. Donc ça a été aller voir un psy, me faire coacher
demander de l'aide, quelle que soit l'aide. Ça a été demander à quelqu'un de me faire à manger et des trucs comme ça. Donc vraiment accepter d'avoir besoin d'aide, m'éloigner des gens qui me faisaient pas du bien et des situations qui me faisaient pas du bien. Aller me ressourcer dans la nature. Vraiment, avec mon chien, ça, j'étais en forêt, je sentais vraiment une différence. Et ça a vraiment été réussir à me recentrer. Alors, je fais vraiment un point là-dessus aussi parce que parfois, on a tendance à mettre sur le développement personnel le fait de devenir hyper égocentré et de penser moi, je tout le temps et donc de juste mettre le phare sur moi, sur moi-même. En fait, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment réussir à se reconnecter à soi-même, se repositionner par rapport à ses besoins, son besoin de sommeil, son besoin nutritif, etc., son besoin de bouger ou de pas bouger, vraiment être en respect de soi-même à l'instant même. Là, par exemple, je sens que j'ai soif, j'irai directement boire un verre d'eau après cette interview parce que le fait de prendre soin de soi et de répondre à ses besoins, c'est pas spécialement changer de pays et aller, enfin voilà, aller habiter avec des inconnus pour redémarrer à zéro. C'est pas ça, c'est démarrer à zéro de chez soi. Donc moi je dis, allez voir un psy, allez faire du coaching si ça vous parle aussi et si ça vous aide, se recentrer sur soi, s'éloigner des choses qui nous font pas du bien, se reconnecter aux choses qui nous font du bien, donc écouter ses émotions, accepter de traverser ses émotions, parce que c'est pas toutes les nommer, il faut arriver à les vivre et accompagner si besoin. Moi, c'est pour ça que j'avais besoin d'un psy. Parce que j'ai tellement une carapace que je me dis ben non, j'ai pas d'émotion. Et puis, enfin, j'ai pas d'émotion. Je veux dire, je sens rien de désagréable, tout va bien. Et puis j'arrive chez mon psy et je passe mon temps à pleurer. Et je me dis, ah tiens, j'allais pas aussi bien que ce que je me fais croire que je vais bien. Parce que c'est de nouveau le discours mental qui est là. Donc c'est vraiment se reconnecter au corps, accepter qu'on prenne soin de son corps aussi. Donc aller faire des massages, aller dans des spas, vraiment tous des trucs qui font du bien. Trouver un entourage bienveillant, à l'écoute, qui ne nous culpabilise pas pour rien. Prendre conscience de ces mécanismes, donc des petites phrases qui tournent en tête. Et en fait, le fait de prendre conscience de ça, moi j'aime bien parler à mes patients quand ils se disent oui, mais non, enfin je sais pas, qui se flagellent intérieurement. Je les challenge un peu en disant tu veux que j'aille chercher le fouet, comme ça tu peux le faire physiquement aussi. Et là, ah oui, non, c'est vrai. Et donc le fait de prendre le recul et de se dire c'est pas parce que cette phrase vient dans ma tête que je suis obligée de l'écouter. En fait, je peux prendre du recul et me dire ton message là, je sais pourquoi tu le dis, mais ça me fait pas du bien, donc viens, on essaye d'écouter autre chose. J'aime bien aussi dire le fait que le cerveau, c'est une machine incroyable qui répond qui est formée pour répondre au mieux à la question qu'on lui pose. Donc, en fonction de la manière dont tu formules ta question, bah, ton cerveau, il va aller chercher autre part. Par exemple, si je te dis euh, quel est le pire truc qui s'est passé pour toi depuis ce matin, bah, ton cerveau, il est parti et tu vas essayer de me trouver la réponse à cette question-là. Et tu vas partir dans les émotions qui suivent cette pensée-là. Alors que si je te demande c'est quoi le truc le plus mignon que tu as vu depuis ce matin, bah directement ton cerveau il va La même partir. T'es chose, pas dans d'accord. la même énergie, t'es pas dans la même émotion. Et donc ça aussi, c'est essayer de faire un stop à son cerveau et dire ok attends, parce que là tu me fais partir dans des trucs qui sont pas super agréables et qui sont pas très positifs pour moi. Et donc je vais essayer d'aller voir de l'autre côté. Alors de nouveau, c'est un équilibre, ça veut pas dire que il faut nier tous les trucs désagréables qui viennent dans notre tête, parce que comme je disais au tout début, c'est des messages qui sont à prendre en considération pour vraiment se reconnecter à soi et aller vers là où on a envie, besoin d'aller, quoi. Ça me paraît très bien comme mot de la fin, Anne-Catherine. Surtout que si et là mes auditrices et auditeurs veulent te retrouver, bah, ils peuvent en apprendre encore plus et découvrir encore plus, et bien sûr en allant sur ton podcast. Donc tu fais des interviews, tu fais aussi des épisodes en solo Ouais, pour partager des points, j'imagine, précis, et puis pour partager tes conseils. tout à fait. Et ils peuvent aussi te suivre sur Instagram. Tu viens de démarrer ton compte, hein, du coup, j'imagine, suite au podcast, Oui. qui s'appelle Si j'avais cru. Moi, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi tu as choisi ce nom-là. Ben justement, en fait, parce que il y a cette expression de ah si j'avais su j'aurais fait ça, si j'avais su j'aurais fait ça. Ben en fait pour moi c'est si j'avais cru dans le sens en fait le fait de croire autrement, de penser autrement, ben ça nous permet d'être en action différemment aussi. Par exemple,
Heu, Si au départ, je croyais que, j'étais obligée de faire plaisir aux autres, ça m'a menée dans une certaine direction. Mais si je change mes croyances, je vais dans une autre direction et du coup, si j'avais cru autrement, il se serait passé d'autres choses et donc c'est vraiment le lien Ah avec ouais, les c'est croyances. très révélateur, c'est très explicite de formuler les choses comme ça. Parce qu'effectivement, le savoir, c'est pas passer à l'action, en fait. Non. Savoir des choses, ça peut rester du savoir toute une vie. Alors qu'effectivement, lorsqu'on change nos croyances, du coup, les actions en sont directement impactées. Mmh. C'est très bien pensé, c'est très, très bien. Eh Merci. bien, je mettrai bien sûr les liens qui renvoient vers ton travail dans la Super. description de ce podcast. Et puis, je vous invite aussi à écouter l'épisode qu'on avait enregistré avec Anne-Catherine il y a quelques temps de cela et que tu as publié. Là, tu vois, je sais même pas quand est-ce qu'on est aujourd'hui. On doit être le 3 juillet. Tout Il à fait. vient de sortir, donc Ouais. à peu près dans la date, vous allez le retrouver sur son podcast si vous souhaitez écouter le ping-pong dans l'autre sens qu'on avait fait il y a quelques temps en arrière. Ouais. Merci beaucoup pour le temps que tu viens de nous accorder sur le podcast. C'était un vrai bonheur. Et puis, je te souhaite une bonne continuation et de bons coaching pour toi pour la suite. Merci beaucoup. Merci à toi, de m'avoir invitée en retour dans ce podcast. Merci pour tous les épisodes que tu fais, tout le travail que tu fais toi aussi, parce que, je suis sûre que ça en aide, énormément et que c'est très, très, très précieux comme aide. Comme je disais, dans le podcast précédent, tu as une voix tellement douce et tellement apaisante que je suis sûre que tu fais aussi, des miracles, à ce niveau-là. Donc merci pour tout. Merci beaucoup Anne-Catherine, c'est très gentil à toi. Je te dis à une prochaine fois. Oui. Et puis plein de belles choses pour cet été, même si ça se voit pas qu'on est en été parce que chez toi il pleut des cordes et moi je suis en pull. Mais un jour viendra, on sera beau. Oui, Allez, on a à hâte. bientôt. À bientôt. Bravo à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça permet d'avoir plus de visibilité et puis de me signifier que ça vous intéresse. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre en newsletter, vous pouvez vous abonner avec le lien en description. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous avez les news du podcast et vous avez aussi des petites vidéos sur des sujets bien précis pour continuer votre exploration du sommeil. Et bien sûr, je suis sur l'ensemble des plateformes de podcast si vous avez envie d'accéder à tous vos épisodes en audio. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.